15 millions d'albums vendus, 2,3 milliards de streaming en 2026, c'est Era. Et c'est un groupe exceptionnel dans le monde entier. Voici le nouvel album, il s'appelle 8, comme son nom l'indique, et c'est Eric Lévy qui est mon invité. Comment dire, Era, c'est un projet musical qui a dépassé toutes les expériences. C'est une sorte de musique pour le monde entier, Eric. Oui, c'est une sorte, voilà, j'allais dire, c'est presque une musique de film sans film qui raconte une histoire au fil des décennies, presque. Ça fait 3 décennies. Donc, si vous voulez, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça dure. Je n'ai pas de notion, en fait. Je savais que c'était bien, je savais que ça allait plaire, mais je ne savais pas que ça irait si loin. Oui, regardez quelques images. Il faut voir l'univers de Era et c'est extraordinaire. Deuxième place des artistes les plus vendus à l'international, Era, 8e album qui arrive, Eric. Et comment on pourrait la qualifier, cette musique? Je voulais vous laisser un peu... c'est dans l'univers du... Disons que visuellement, ce qui va... Je vous dis que c'est un peu comme... C'est un opéra, en fait. Un opéra, je dirais hard rock, parce qu'il y a des gros sons de guitare. Et la passerelle entre l'opéra classique et on va dire ce que je fais, c'est un peu les belles voix, la puissance des voix. Je dirais que c'est un opéra parce que sur scène, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Les choristes, j'ai 18 personnes qui chantent sur scène. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas figés derrière des partitions, ils se déplacent sans arrêt. Donc, c'est vraiment... je crois que dire que c'est un opéra hard rock, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, mais je pense que c'est ça. Oui, comme par exemple The Fallen King, hein, voilà. C'est le roi se meurt. Alors, c'est vrai, le roi qui un roi déchu, tombe, oui. Le roi déchu. On est dans un univers presque gothique, hein, oui, moyenâgeux, quelque part. Oui, c'est ce qu'on appelle médiéval heroic fantasy, c'est-à-dire c'est dans un monde imaginaire avec une quête, il y a un peu le combat du bien. J'ai toujours un peu ce thème du bien contre le mal, comme ça, qui apparaît dans les textes, dans les vidéos, même s'il y a un langage inventé pour tout ce qui est des thèmes chorales. Parce que mon idée, c'était que la musique soit un vecteur des émotions sans être perturbée par un texte qui donne un sens. Oui, parce que vous recevez la musique et vous la percevez, les émotions que ça peut vous inspirer restent vierges de tout texte, comment vous dire, de parole. Ouais. Donc on touche un peu comme dans la musique classique, hein, en toute humilité. Voilà, il faut que ça reste de la musique pure. Oui, entrer dans l'univers de Era, regardez ces images. Alors c'est vrai qu'on est, je disais, dans une musique monde parce que votre musique cartonne dans le monde entier, en Allemagne, les pays de l'Est, partout dans le monde. On peut écouter cette musique et trouver des émotions. Oui. Vous me demandez pourquoi? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je crois que la musique, c'est un langage universel en même temps. Si vous prenez l'art de la chanson, par exemple, souvent l'art de la chanson est moins universel parce qu'on écrit des paroles sur de la musique et un texte. Et si on n'est pas originaire du pays où les chansons sont écrites, ça devient compliqué. Les chansons voyagent plus mal. Alors, la musique au sens universel, hein, que ce soit du Pink Floyd en passant à Led Zeppelin ou ce que je fais, on va dire c'est vraiment la musique qui parle, donc ça voyage plus facilement. C'est peut-être pour ça que Era fonctionne bien à l'étranger, c'est qu'il n'y a pas cette notion de langage, de chanson. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est vrai, 2,3 milliards de streaming en 2026. Regardez cette pochette, Everything Will Be Alright, extrait donc du 8e album de Era. Regardez, nouveau clip pour vous. Vivi visatrenia sin secula seculo.
Pax Domini sit semper Dominum. Et con spiritu tuo. Espigas peccata nostra, e anche secondo voluntatem tua. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Can you hear me crying now? And as the tears fell in my heart, I saw the path to a better life. And everything's gonna be alright. Extrait de ce 8e album de Héra. On aura envie de continuer. C'est comme un film, là. Hein, Oui, et qu'on est exactement, vraiment dans ouais, l'univers. c'est- Hein. Oui, c'est un univers. Exactement. J'enchaîne les albums, même si il y a pas mal d'années entre les albums, mais c'est comme si je reprenais une série, vous voyez, qui continue. Voilà, c'est un peu. Comment vous dire je me répète un peu, mais c'est la musique d'un univers, comme si c'était un film, une saga. Pour moi, en fait, je vois ça comme ça. Ouais. Ouais, Et une saga qui continue. On voit les chansons, on voit l'imagerie, comme ça, l'imaginaire. Hein. Vous voyez, regardez Oui. ces images, c'est absolument sidérant. Vous rappelez que vous avez joué devant le pape Jean-Paul II, Andrea Bocelli, Didi Bridgewater, I Believe. Vous avez devant presque 1 million de personnes. Oui, c'est 900 000 Apporter votre personnes ce musique. jour-là, oui. Ouais. Ça, c'était pour les Journées mondiales de la jeunesse, où on m'avait demandé d'écrire la musique. La personne responsable de la musique du Vatican cherchait une œuvre originale pour cet événement, les Journées mondiales de la jeunesse. C'était en 98, je crois. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'écrire quelque chose qui a plu au chef d'orchestre qui gérait de ça. Il s'appelait Myung Myung Chung. Je ne sais pas si c'est un chef d'orchestre coréen, sud-coréen. Et c'est vrai que ça a été chanté par Didi Bridgewater et Andrea Bocelli devant une foule immense. J'avais jamais vu une marée humaine, enfin le mot marée humaine. C'est vrai que je crois que c'est la première fois de ma vie où on ne voyait plus où ça s'arrêtait. Parce que 900 000 personnes, ça fait quand même... Surtout qu'ils sont répartis, il n'y a pas de gradin, tout le monde est... Donc le terme marée humaine, pour une fois, avait vraiment un vrai sens. Ouais. Et là, alors on va voir des images. Oui. Ça, à Méno 2028, Oui. il y a une tournée absolument incroyable. Comme une tour, oui, absolument. Oui. Et qui va passer dans tous les zéniths. Oui. Vous allez jouer dans les plus grandes salles. Et alors c'est notamment le cas de l'ancien Zénith, l'Accor Arena de Paris. Ce sera le 4 mars 2028. Voilà. Et ce sont des grands spectacles que vous offrez au public. Oui, il y a beaucoup de... Déjà, on est nombreux sur scène. On a beaucoup de lumière, on a des costumes. Voilà, et c'est très, très en mouvement. C'est pas... voilà, c'est... les gens en général ne s'attendent pas à voir ce genre de... Les gens qui connaissent Héra sur les albums sont en général très surpris, mais dans le bon sens. Ils nous disent toujours ah, pourquoi c'est si court vos concerts. Ils ont l'impression qu'on joue 1h15, mais en fait on joue 2 heures, enfin 1h55, vous voyez. Donc je crois que ça passe vite, c'est un bon signe. Oui, C'est ce que je me suis dit. Alors quand on voit des images de tournée Héra, Oui. qu'est-ce que c'est un spectacle Héra? Le public est là et il va rentrer justement dans cet univers. Hein. Oui, absolument. Bah écoutez, on casse un peu les codes. Ma volonté, c'est pas de casser les codes, histoire de casser les codes. Mais ça ressemble pas à un concert de rock et pourtant, à la fin, on tourne vers un opéra totalement hard rock. C'est très particulier comme spectacle. Ça se différencie de ce qu'on voit. C'est pas une comédie musicale, certainement pas. C'est pas parce qu'on est en costume, il y a des tas de choses. Enfin, on avait appelé la première tournée The Live Experience. Je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Voilà, c'est une expérience sonore, visuelle.
Et un voyage. Et ils vont être très nombreux à y aller. Je le disais, des dates partout, tournée mondiale. Voilà. C'est vrai qu'on se rappelle d'un film, Les Visiteurs. Oui. Ça a été quelque chose de déclencheur. On va entendre la musique comme ça. Évidemment, c'est vous qui avez fait la musique du film Les Visiteurs. C'est vrai. Jean-Marie Poiré. Oui. Et évidemment, les répliques cultes et la musique qui devient culte. Oui, alors c'est vrai que le film, déjà avant que j'arrive, hein, c'est un film incroyablement réussi. Au niveau des dialogues, du scénario, les acteurs, c'est fantastique. Mais c'est vrai que la musique a donné ce côté mystique. Je dis souvent, je répète la phrase, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs films. S'il y a un film où la musique est indissociable du succès du film, c'est bien Les Visiteurs, parce qu'elle a donné cette dimension épique, spirituelle presque, du personnage de Godefroy de Montmirail. Ouais. Et ça donne, vous savez, dans le médiéval heroic fantasy, à la magie, les voyages dans le temps, surnaturel. Là, Les Visiteurs, on est en plein dedans, en fait. Ouais. Donc, si vous voulez, au départ, Jean-Marie Poiré voulait une musique plutôt classique, un peu Robin des Bois, vous voyez, le genre de film qu'on a de chevalier, comme ça. Et c'est vrai, je lui ai proposé quelque chose de différent, et ça a donné ce petit truc en plus au film qui fait que ça... Ouais. Vous voyez, on part un peu, espèce de voyage mystique, un peu, parce que les personnages, enfin, voilà, quoi, ça a donné de la noblesse un peu à l'histoire, vous voyez. Ouais. Et Jean-Marie Poiré vous a dit « OK ». Bien sûr, il m'a fait... Exactement. Évidemment, écoutez ça, ouais, on rappelle exactement. quelque chose. Ouais. Exact. Alors, et là, ce qui est marrant, c'est qu'on entend où est la guitare. Ah, on oui. va quand même se rappeler d'où vous venez, Eric. Oui. Parce que moi, j'étais un peu gamin. Le groupe Shaking Street, ça me rappelle quelque chose. Les débuts du hard rock à la française, en même temps que le téléphone explosait, Trust, tous les groupes français, il y avait Shaking Street. Exactement. Et ça, c'est le premier projet d'Éric Lévy. Hein. Exactement, c'est mon vrai premier projet. Et que vous parliez de Trust et téléphone, et c'est vrai qu'on se connaissait tous, en fait. Hein. Au début de Shaking Street, il y avait Louis Bertignac et Corinne dans le groupe. Je connaissais très bien Jean-Louis Aubert, je connaissais Nono et Bernie de Trust, on se connaissait un peu tous. Eux, ils avaient décidé de faire un projet en français. Moi, j'avais un projet d'une ambition un peu plus internationale, j'aimais beaucoup l'anglais. Et voilà, le hasard a fait qu'on a rencontré un manager américain d'un groupe américain qui s'appelait Blue Oyster Cult. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Black Sabbath. On s'est retrouvés aux États-Unis. Oui. Et on a tourné devant Black Sabbath, Blue Oyster Cult, AC/DC, on a fait tout ça d'une période. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. MTV n'existait même pas à l'époque. C'est ni MTV. Vous n'avez pas gardé un souvenir avec AC/DC? Si vous voulez, à l'époque, il y avait des photographes, des choses, mais disons que, regardez aujourd'hui, le moindre artiste débutant se produit n'importe où. Il y a un film, on voit sur... voilà. Là, c'était pas du tout... C'était une autre époque. Ouais. Voilà. Moi, je me rappelle, en 1977, vous produisez, alors là, c'est en France, alors à la même affiche, alors il y a Shaking Street, donc vous, il y a les Clash, il y a Dr. Feelgood, Bijoux et le groupe Police. Oui. Que des inconnus, hein? Oui, que des inconnus. Il y avait aussi Billy Idol, qui jouait dans un groupe qui s'appelait Génération X à l'époque. Il était là aussi. Et vous voulez parler du fameux festival de... Ouais. Et qui a été appelé Festival Punk, alors que c'était que du rock, en fait. Mais bon, c'était punk à l'époque. Et c'est vrai qu'on a eu la chance. C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, on discutait. À l'époque, il n'y avait pas de chanteuse, de femmes dans le hard rock. Et c'est vrai que Fabienne Shine, dont vous parliez tout à l'heure, la chanteuse avec qui j'ai fondé le groupe, ce jour-là avait été particulièrement très bonne sur scène. Et on s'est retrouvés avec... on a fait la première page de tous les magazines anglais, hollandais, français, Sound Magazine, tout ça, avec des photos de Fabienne. Il y avait marqué un truc. Parce que, en fait, je crois qu'ils étaient très, très surpris de voir une chanteuse dans le hard rock, comme ça aussi, exubérante. En plus, c'était une très jolie fille à l'époque. Et c'est vrai que ça a lancé le truc, parce que la semaine d'après, on a signé avec Columbia à l'époque, qui est devenu CBS par la suite. Puis ça s'est enchaîné comme ça. Rencontre avec le manager de Blue Oyster Cult, il nous emmène aux États-Unis, puis voilà, c'est parti. Oui, c'est une drôle de vie, non, de se retrouver aux États-Unis avec. Pour des petits Français, parce que nous, avec ACDC, avec. Oui, vous imaginez, nous, on est vraiment des jeunes Français, on se retrouve propulsés tout d'un coup, on se retrouve sur le Golden, comment on appelle ça, le Golden Gate Bridge, c'est ça, le Golden Gate Bridge à San Francisco, en train de traverser le pont, on allait jouer un concert, ça s'appelle Day on the Green.
c'est un immense festival dans un stade à Auckland de 80 000 personnes devant, avec tous ces groupes. On est là, on est en plein rêve. Vous voyez, 3 mois avant, on était à Paris. Donc c'est quand même c'est des faits qui marquent, Oui. qui changent votre vie aussi, parce que voilà. Et donc, c'est vrai que ça laisse des beaux souvenirs. Et ouais, croyez-moi, ça continue. Regardez, là, c'est de ce côté-là. Héra. Hein, et voici l'enfant. Et alors, je disais, c'est quoi un album, le 8e album? Oui, c'est le 8e album studio. C'est toujours une réinvention de l'univers d'Héra. On va l'entendre là, oui. nouvel album. Écoutez, c'est un mélange. Il y a vraiment l'ADN du premier album dedans, parce qu'il y a des thèmes assez puissants de chorale, il y a même un peu de thèmes un peu hard rock comme ça à la guitare, il y a un mélange de... Pour moi, ce qui compte, c'est toujours les voix, la beauté des voix, et soit la puissance de la mélodie, ou le romantisme, ou le dramatique, enfin voilà. Oui, la beauté des voix. Oui, c'est vrai que... Oui. Et le mélange des genres. Oui. Au fond, on peut être dans le hard rock, la musique classique. Oui. Quand il y a une belle voix, pour moi, ça chante et c'est beau. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie passerelle entre le classique, le métal symphonique, le hard rock, beaucoup plus qu'avec le rock, je veux dire. Mais les grandes voix dans le hard rock, les plus belles voix, c'est toujours dans le hard rock qu'on les retrouve, pas dans le rock. Vous voyez ce que j'ai, les grandes voix, je sais pas où les ténors. Regarde, ça c'est un ténor qu'on voit derrière, je sais pas ce que vous jouez derrière, c'est très beau. C'est un morceau de DRG. Ouais. Voilà, c'était un ténor qui fait partie de mon groupe. Voilà, c'est... Saint-Pierre Deo. Voilà, Héra, 8e album. Merci beaucoup, Éric. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Avec ça, on va rester dans cet univers-là, on va fermer les yeux, on va rêver. Je disais, c'est presque une musique d'un langage universel, parce que où qu'on soit sur cette planète, on peut écouter ça ce et titre-là, ressentir. c'est un bon exemple que vous jouez. Saint-Pierre Deo, voilà, il y a pas... Je crois que ça peut aussi bien plaire à un Mexicain, qu'un Brésilien, qu'un Suédois, ou qu'un Allemand. Enfin, vous voyez, c'est pas de... Voilà. Merci. Héra, 8e album est arrivé avant la grande tournée mondiale. Bercy à Paris bientôt. Merci Éric Lévy d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Héra est là, écoutez-les.